Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JDD, le jury du dimanche qui reçoit ce 14 juillet 2024 l'honorable député Mohamed Aïb Dafé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Monsieur Dafé, bonjour et merci. Bonjour Aïssata et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de iRadio et ITV. Bien, alors le président Bassirou Diomaye Faye a fait exactement 100 jours à la tête du pays ce vendredi. Il a rencontré hier en soirée la presse nationale pour revenir un peu sur des questions brûlantes d'actualité, mais également faire le point sur ces 100 jours en réservant sa première sortie à la presse nationale. Quel message justement le président Bassirou Diomaye Faye envoie à la presse locale, mais également à la presse internationale? Oui, la vision du président Bassirou Diomaye Faye, c'est celle d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Et quand on parle de souveraineté, c'est d'abord de compter sur ses propres forces. Et c'est pourquoi il est important, en tout cas, d'encourager et de soutenir la presse nationale et de lui réserver la primeur. Et je pense que le président Bassirou Diomaye Faye, à travers son exercice d'hier, s'est sacrifié, en tout cas, s'est adonné, en tout cas, à cet exercice-là, pour donner la primeur à la presse nationale. Et effectivement, ça c'est sur la forme, mais sur le fond, je pense qu'il a eu à répondre en 2h30 à toutes les questions avec sincérité, sans langue de bois, ni politique politicienne, et éclairer les Sénégalais sur ses choix, sa vision, ses orientations et surtout sur les perspectives qui s'annoncent prometteuses. Bien, alors vous êtes tout de même battu pour quand même que le PASTEF arrive au pouvoir. Vous étiez le mandataire du candidat Ousmane Sonko qui n'a pas réussi à se présenter, qui a finalement désigné le candidat Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir de la plus belle des manières, hein, au premier tour, élu dès le premier tour. Quel bilan d'étape, vous, en tant que membre du parti PASTEF, en tant que Sénégalais tout bonnement, faites-vous justement de ces 100 jours? Oui, bon, parler de bilan peut-être serait prématuré, comme l'a dit le président, c'est juste 3 mois. Mais quand même, nous avons eu à noter des prémices et surtout par rapport à la volonté du président de la République et de son gouvernement de tenir leurs promesses et leurs engagements. Donc, on a eu à le voir sur le plan politique. Le président de la République a démissionné de son poste de secrétaire général de PASTEF, la formation du gouvernement, un gouvernement de 25 ministres, un gouvernement resserré, et 5 secrétaires d'État, et également la demande faite aux ministres de démissionner de leur poste de maire ou de président de conseil départemental pour se consacrer exclusivement à la fonction gouvernementale, ce qui est extrêmement important. Donc ça, c'est sur le plan plutôt politique. Maintenant, sur le plan des réalisations, sur le plan des actions, il y a la volonté de mettre en œuvre le projet, donc qui va remplacer le PSE avec l'élaboration d'un nouveau référentiel qui sera disponible à partir du mois de septembre. Mais en attendant, il y a un plan d'action gouvernemental et le gouvernement a élaboré aussi un agenda législatif et réglementaire. Pas moins de 83 projets de loi, des centaines de décrets et d'arrêtés sont prévus. Et au-delà de ça, on a eu à voir dans le domaine de la justice l'organisation d'un dialogue national sur la justice et sur la réforme et la modernisation de la justice. Donc ce qui est extrêmement important, avec un rapport qui a été remis au président de la République. On peut citer également sur le plan économique la baisse des prix qui était une promesse, et cette promesse-là a été tenue malgré qu'on soit dans un contexte macroéconomique assez difficile et un contexte international défavorable. Mais quand même, il y a eu une baisse sur le riz, sur l'huile, le sucre et le ciment. Et le président a dit que ces baisses-là, en tout cas, vont continuer. Il y a toute une stratégie qui sera mise en œuvre pour réduire les coûts d'approvisionnement en matières premières et en produits de première nécessité. Un contrôle justement sur... Voilà. Donc, également, il y a en tout cas la mobilisation citoyenne autour d'initiatives d'investissement humain comme l'initiative Setal Sunu Réew.
Donc ça également, c'est très important. On en est à la 2e édition ce mois-ci. Et c'est un exercice qui sera renouvelé mensuellement. Et donc c'est un message quand même qui est lancé aux citoyens pour leur dire que ce n'est pas simplement au président de la République, au gouvernement de développer ce pays, mais c'est tous ensemble que nous allons réussir à mener ce pays-là à bon port. Bien des promesses tenues, mais une promesse qui avait été faite justement lors de la campagne électorale est en attente pour le moment. Il s'agit des appels à candidature pour certains postes. Jusqu'à ce jour, il y a eu énormément de nominations. Ce n'est pas encore terminé. Le PASTEF ou le gouvernement en place n'arrête pas de le répéter. Mais il n'y a toujours pas d'appel à candidature à certains postes. Comment expliquez-vous cela? Tout simplement parce que d'abord, il faut rappeler que dans le projet, cette promesse-là a été planifiée. Et il est prévu qu'elle sera mise en œuvre pendant toute la durée de la législature. Donc, il ne s'agissait pas d'une promesse où on a dit qu'on allait la mettre en œuvre dans 6 mois ou dans 3 mois. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas de cadre juridique actuellement par rapport à l'appel à candidature. Donc, en Conseil des ministres, le président de la République avait demandé au Premier ministre d'élaborer un projet de décret sur l'appel à candidature. Et je pense que c'est dans l'agenda législatif et réglementaire et que, en tout cas, en temps utile, ce projet de décret-là sera soumis en Conseil des ministres. Y a-t-il un horizon temporel durant lequel vous pouvez nous dire, dans peut-être 6 mois ou dans 1 an, on aura des appels à candidature? Je ne saurais le dire parce que cela dépend du président de la République, c'est le pouvoir réglementaire. Et il s'agit quand même de sa compétence et en temps utile, en tout cas, il pourra l'annoncer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du financement justement de ce projet. On sait que l'actuel régime est pour la souveraineté économique et pour la souveraineté à tous les niveaux. Comment devrait s'articuler justement le financement de ce nouveau référentiel pour garantir cette souveraineté tant prônée? Oui, le président de la République, en tout cas, a esquissé quelques solutions. D'abord, compter sur ses propres forces. Et compter sur ses propres forces, c'est améliorer, en tout cas, les ressources internes. Et vraiment, le recouvrement de tout ce qui est recettes fiscales, recettes douanières, et mieux gérer également nos entreprises, nos biens, nos richesses, nos sociétés nationales. Donc, par exemple, l'assainissement, en tout cas, de tout ce qui est gestion, gouvernance des entreprises publiques et parapubliques. Par exemple, on peut donner l'exemple de sociétés comme le port, comme la poste, comme etc., etc. Donc, qui doivent participer, en tout cas, à améliorer les recettes de l'État, qui ne doivent pas être des charges. Et si elles sont très bien gérées, elles vont participer à abonder le budget national. Donc ça, c'est une piste. L'autre piste également, c'est de mieux négocier les contrats. Les contrats, que ce soit des contrats de concession, que ce soit des contrats, par exemple, dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, et où l'État, en tout cas, aura beaucoup plus de recettes, sera plus gagnant par rapport à la répartition, disons, des dividendes, par rapport à la répartition des bénéfices. Là également, c'est donc c'est tout un processus effectivement, pour le financement justement de ce nouveau référentiel. Donc il va falloir attendre encore. Oui, bon, parce que ce qu'il faut comprendre, pas être assez, non, c'est assez long quand même tout ce que je pense qu'on a raté une belle occasion avec le débat d'orientation budgétaire, parce que c'est avec le débat d'orientation budgétaire que le ministre des Finances allait présenter la nouvelle politique budgétaire de l'État et la nouvelle stratégie, en tout cas, de recouvrement des recettes. Et malheureusement, ce débat d'orientation budgétaire a été annulé par l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, le président de la République et son gouvernement sont en train d'exécuter la loi de finances initiale de 2024. Cette loi de finances a été adoptée sous l'ancien régime. Donc maintenant, pour en tout cas mettre en œuvre la nouvelle stratégie budgétaire, cette nouvelle stratégie budgétaire ne sera mise en œuvre entièrement et complètement qu'avec la loi de finances de 2025, qui va porter l'empreinte du président de la République, de la politique, du projet et du référentiel qui sera adopté, en tout cas, d'ici la fin de l'année 2024.
Donc, il faut comprendre qu'on est dans une phase quand même transitoire parce que, vous l'avez dit, le président de la République n'est aux commandes que depuis 3 mois. Et en 3 mois, effectivement, il faut quand même élaborer les outils de planification, de programmation, de budgétisation et de suivi-évaluation qui permettent de mettre en œuvre les politiques publiques dans les différents secteurs. Donc, c'est cet exercice qui est normal, qui est nécessaire. Et dans cette phase-là également, il faut faire l'évaluation, il faut faire des audits, il faut faire également, en tout cas, tout ce qui est travail de vérification pour, en tout cas, arrêter la situation et ensuite lancer les nouvelles politiques publiques. Alors, nous avons entendu certains acteurs politiques dire que les 7 milliards de budget annoncés par le régime qui était en place ne sont pas du tout sincères, que le budget n'est pas très sincère, qu'on n'est pas encore arrivé à 7 milliards. Vous, en tant que député, et maintenant que vous êtes au pouvoir, quelle est votre position? Oui, bon, il n'y a pas de position à avoir puisque nous l'avions dit, la manière dont le budget avait été calculé, parce qu'on avait mis dans le budget les charges d'amortissement de la dette. Et par rapport aux directives de l'UEMOA et à la loi organique relative aux lois de finances, on ne peut pas mettre dans ce budget, dans la partie en tout cas recettes, les charges d'amortissement de la dette. Donc le budget de 7 000 milliards qui était annoncé, c'était plus une sorte de budget, je dirais, pour faire un peu du buzz, mais en réalité, le budget est de 5 700 milliards. Et c'est ce qui se trouve dans les documents de politique budgétaire actuelle, notamment le document de politique budgétaire économique pluriannuel qui devait être présenté, qui a été déjà publié pour l'année 2025-2027 et qui devait être présenté par le ministre des Finances lors du débat d'orientation budgétaire. Donc la sincérité budgétaire, en tout cas, c'est de calculer le budget tel qu'il est prévu par la loi organique relative aux lois de finances et ce budget est de 5 700 milliards. Et en 2025, nous allons passer à un budget de 6 300 milliards ou 6 400 milliards en tout cas environ. Et si toutes les restructurations sont faites? Effectivement, c'est des projections. Si l'État parvient à faire des compensations avec les marges qu'il avait perdues et tout? C'est des projections en prévoyant en tout cas l'amélioration des recettes, en prévoyant les ressources pétrolières et gazières, parce que vous savez que là, on a démarré l'exploitation pétrolière au niveau de Sangomar, l'exploitation du gaz au niveau de GTA va bientôt démarrer, il y a des recettes qui sont attendues. Maintenant, avec également une meilleure maîtrise des dépenses, tout ce qui est dépenses, je dirais, en tout cas superflu, doit être supprimé et que, en tout cas, on fasse le focus sur les dépenses prioritaires et une amélioration du recouvrement des recettes, une meilleure stratégie, en tout cas, de recouvrement des recettes et d'amélioration des recettes publiques à travers en tout cas, une amélioration du taux de pression fiscale et tout ce qui est cadeaux fiscaux également, le président de la République l'a annoncé, doit être supprimé. Donc, l'autre aspect, c'est la bonne gouvernance. Et malgré tout cela, les projections ne peuvent pas dépasser 6 000 et quelques milliards? Bon, on en est à l'étape de projection. On espère qu'on aura beaucoup plus, mais quand même, on est dans un domaine économique. Il y a tout un travail qui est fait, en tout cas, entre le ministre de l'économie et le ministère des Finances. Donc, ils ont des structures, c'est vraiment des spécialistes chevronnés qui travaillent dessus. Bon, maintenant, nous, au niveau du Parlement, on demande à ce que le principe de sincérité budgétaire soit respecté. Il s'agit, en tout cas, il ne sert à rien d'annoncer des chiffres pompeux et qu'à l'arrivée, on se rende compte que, parce que même le budget, c'est des prévisions. Pour le moment, on ne peut parler que de projections, mais quand il s'agira de budget, c'est des prévisions. Et ce n'est pas sûr que ces prévisions-là soient atteintes. Maintenant, les prévisions aussi peuvent être dépassées. Si on a, en tout cas, on arrive à atteindre les objectifs en termes de bonne gouvernance, en termes d'amélioration de recouvrement des recettes douanières et fiscales, en termes de meilleure gestion de nos entreprises publiques et parapubliques, la maîtrise des dépenses, la fin du gaspillage, la lutte contre la corruption. Donc tout ça, c'est un tout. Et c'est grâce à cela que l'État aura beaucoup plus de moyens pour intervenir et impacter sur le vécu des Sénégalais.
Alors, dès 100 jours, dès 100 premiers jours de ce nouveau régime, les députés attendaient certainement la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, lui-même d'ailleurs, qui a menacé de la faire devant une assemblée constituée du peuple sénégalais et d'un jury d'universitaires et d'acteurs apolitiques si les dispositions relatives au Premier ministre ne sont pas réinscrites dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Revendication légitime selon le président de la République qui a affirmé hier face à la presse avoir demandé à Ousmane Sonko, qui devait faire normalement demain sa déclaration de politique générale populaire, de surseoir justement à cette DPG populaire. En tant que député, comment appréciez-vous justement le fait que le Premier ministre lui-même, qui a été député, avance l'idée de faire sa déclaration de politique générale hors de l'Assemblée nationale, sachant que l'article 55 de la Constitution dit clairement que la déclaration de politique générale est faite devant l'Assemblée nationale? Oui, effectivement, l'article 55 de la Constitution, comme vous l'avez cité, demande au Premier ministre de faire sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Mais quand vous allez dans le règlement, dans la Constitution également, elle prévoit que tout ce qui est organisation et fonctionnement de l'Assemblée nationale doit être prévu par un règlement intérieur. Mais dans la hiérarchie des normes, est-ce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est au-dessus de la Constitution? Non, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une loi organique qui n'est pas au-dessus de la Constitution, mais il faut savoir que tout ce qui est, en tout cas, fait à l'Assemblée nationale doit être prévu par son règlement intérieur. Pour une raison simple, parce que c'est le règlement intérieur qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le débat d'orientation budgétaire qu'on allait faire, qu'on devait faire en tout cas le 29 juin, est prévu par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui est une loi organique. Il est prévu également par la loi organique relative aux lois de finances. Le marathon budgétaire qu'on fait chaque année, bien sûr, on le prévoit dans la Constitution, mais il est prévu également, son organisation est prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et même nous, députés, quand en tout cas on est en séance plénière ou en commission, quand on a des contestations à faire à prévaloir ou à faire admettre, on fait ce qu'on appelle le rappel au règlement. On ne peut pas faire le rappel à la Constitution. Donc, par exemple, si demain le Premier ministre devait faire sa déclaration de politique générale et que nous, on conteste la procédure qu'il a utilisée pour faire sa déclaration de politique générale et qu'il y ait des problèmes en séance, on ne peut que renvoyer au règlement intérieur. Et il se trouve que la situation est que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne fait pas référence au Premier ministre, ne fait pas référence à la déclaration de politique générale, à la motion de censure, à la question de confiance. Et la déclaration de politique générale est un exercice qui, en tout cas, est inscrit dans les rapports entre le Premier ministre et l'Assemblée nationale. Donc le règlement intérieur, en tout cas de l'Assemblée nationale, a des carences, a des lacunes, a des insuffisances Mais ça ne fait pas en faux. Ah non, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a un règlement intérieur. Parce que je pense que ça mérite aussi d'être clarifié et que les Sénégalais comprennent bien. Ouais. Il y a un règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est une loi organique, qui date de 2002, qui a été modifiée à plusieurs reprises et dont la dernière modification date de 2019. Et c'est lors de cette modification que les références au Premier ministre, à la fonction de Premier ministre, ont été supprimées de ce règlement intérieur. Notamment dans ces dispositions 97, 98, 99. Donc ça, c'est un fait. Et ce règlement intérieur, ces modifications ont été publiées au journal officiel. Donc il existe bien un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lors de notre installation en septembre 2022, l'Assemblée nationale a édité un règlement intérieur, donc des exemplaires d'un règlement intérieur daté de juillet 2021, édition juillet 2021, qui se révèle être falsifié. C'est cette édition, cet exemplaire-là dont on dit qu'il est un faux. Mais il y a bien un règlement intérieur qui a été voté, en tout cas modifié à plusieurs reprises par l'Assemblée nationale, mais celui-là n'a pas été distribué aux députés. C'est la revendication, en tout cas, que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, avec d'autres députés, comme Mamadou Lamine Diallo, portait pour demander le retrait
de cet exemplaire du règlement intérieur qui a été distribué à tous les députés et qui n'est pas conforme au vrai règlement intérieur, au bon règlement intérieur. Donc c'est ça quand même, je tenais à le préciser parce qu'il y a souvent sur cet aspect-là, il y a beaucoup de confusion. Ouais. Maintenant, le bon règlement intérieur, celui-là qui date de 2019, ne contient pas de référence au Premier ministre parce qu'à l'époque, le poste de Premier ministre avait été supprimé de la Constitution. Et pourtant, c'est avec ce règlement intérieur que le Premier ministre Amadou Ba avait fait sa déclaration de politique générale. En faisant du forcing, et parce qu'il avait été interpellé. Il avait été interpellé à l'époque par Mamadou Lamine Diallo, par Guy Marius Sagna, par d'autres députés. Et il aurait dû demander à l'Assemblée nationale de régler cette question-là. Donc vous avez signalé à l'époque les irrégularités. Bien sûr, ça a été signalé. Toutes ces irrégularités ont été signalées. Des courriers ont été adressés au président de l'Assemblée nationale pour demander le retrait du faux règlement intérieur. Et pourquoi, malgré justement ces irrégularités, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, les députés de l'opposition de façon globale, ont quand même tenté la motion de censure? Quelle est la logique derrière? La logique derrière, c'est que les députés se sont dit, malgré que il y a, en tout cas, ces dispositions-là ne sont pas dans le règlement intérieur, ils ont voulu exercer leur droit parce que les députés ne sont pas responsables de cette lacune, de l'opposition ne sont pas responsables de cette lacune, ne sont pas responsables de cette insuffisance. Mais la revendication, en tout cas, de réintégrer dans le règlement intérieur les dispositions concernant le Premier ministre a été faite. Également, le retrait du faux règlement intérieur a été demandé. Mais depuis cette date, depuis octobre-novembre 2022, rien n'a été fait. Donc c'est pourquoi ce débat ressurgit encore à l'occasion, en tout cas, de ce nouveau gouvernement-là, de la nomination de ce nouveau gouvernement. Le Premier ministre, quand on s'en tient au Conseil des ministres, au communiqué des Conseils des ministres, il était prêt à faire sa déclaration de politique générale. Le président l'a d'ailleurs lui-même dit hier, au mois de mai, il a demandé au ministre de faire ce qu'il devait faire. Au mois de juin, le 5 juin, le Conseil des ministres du 5 juin plus précisément, il a fait part des préparatifs de sa déclaration de politique générale. Donc, il était prêt. Et vous, en tant que député, et lui-même certainement, il était au courant des irrégularités. Pourquoi avoir attendu la lettre publique de Guy Marius Sagna pour dire que si le problème n'est pas réglé, je ne ferai pas ma DPG à l'Assemblée nationale? Ce n'est pas le Premier ministre qui a soulevé en tout cas la question, c'est nous-mêmes, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, qui avons fait une conférence de presse pour rappeler le problème du règlement intérieur, parce qu'on entendait dans la presse des analystes, des observateurs qui disaient oui, le Premier ministre doit faire sa déclaration de politique générale, il a 3 mois pour le faire. Et on citait les articles qui avaient été supprimés du règlement intérieur, les articles 97, 98, 99, notamment l'article 97. Beaucoup de journalistes, beaucoup d'analystes, et même, disons, des juristes faisaient référence à ces articles-là qui étaient supprimés. Donc pour nous, il était nécessaire de rétablir la vérité des faits et de rappeler qu'il y avait une demande qui était pendante de régulariser le règlement intérieur, de l'actualiser, de le mettre à jour, de le conformer, de le mettre en conformité avec la Constitution. Et de demander également le retrait d'un faux règlement intérieur. Et comment on peut organiser l'Assemblée nationale avec un règlement intérieur qui a été falsifié? Ce n'est pas possible. Donc cette demande-là, nous avons en tout cas profité de cette opportunité-là pour la réitérer. Et le Premier ministre également, en légaliste, a jugé qu'il ne pouvait pas se soumettre à cet exercice dans une assemblée qui ne le reconnaissait pas, ou dans son document interne, en tout cas d'organisation interne, ne reconnaît pas le Premier ministre, ne reconnaît pas la déclaration de politique générale. On allait se baser sur quoi? On allait se baser sur des articles qui étaient abrogés en réalité. Donc c'est ça le réel problème. Donc l'Assemblée nationale... Et pourtant des premiers ministres ont eu à faire des déclarations de politique générale alors qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Alors, non, si, ils sont obligés de le faire de par la Constitution. Comme vous l'avez dit, vous avez cité l'article 55. Mais en réalité, c'est à l'Assemblée nationale qui accueille, en tout cas le Premier ministre qui doit faire sa déclaration de politique générale, de prévoir la procédure par laquelle le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale. Il s'agit des modalités d'application de l'article 55. Ce que l'Assemblée nationale n'a pas fait. Et l'Assemblée nationale
a voulu, comme je dirais, en tout cas, persévérer dans cette voie-là, qui est une voie, en tout cas, qui ne me paraît pas conforme à la légalité. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. C'est elle seule, c'est la seule institution de la République, en tout cas, compétente pour voter la loi. Comment elle peut travailler avec des lois qui ne sont pas conformes, avec des lois qui sont falsifiées? Ce n'est pas possible. C'est une question de crédibilité, c'est une question, disons, d'intégrité. Donc, il ne s'agit pas ça, là simplement de légalité. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit alors que les lois que nous sommes en train de publier au journal officiel, qui doivent régir la vie des Sénégalais ou les secteurs d'activité des Sénégalais, ces lois-là sont conformes avec ce que nous avons réellement voté. Donc ça, c'est un problème très sérieux que nous devons régler au plus vite. Et il est de notre responsabilité, au-delà même de cette question de déclaration de politique générale, de régler ce problème-là pour clore ce chapitre que nous pensons qui ne, en tout cas, qui ne fait pas honneur à l'Assemblée nationale. En tout cas, le président de la République a fait savoir qu'il a rencontré le président de l'Assemblée nationale et les présidents des groupes, justement des groupes se retrouvent mardi pour une mise à jour du règlement intérieur. Si la machine est lancée à partir de mardi, vous pensez que la déclaration de politique générale pourrait se faire avant la fin de ce mois? Tout dépend, à mon avis, de l'Assemblée nationale, parce que la balle maintenant est dans le camp de l'Assemblée nationale. Puisque, certes, nous nous sommes retrouvés une première fois entre présidents de groupes parlementaires. Je pense que ça date de plus d'une semaine. Nous devions nous retrouver et c'est du fait un peu... on avait demandé à chaque président de groupe de consulter son groupe. Donc, sur, en tout cas, le principe qui était arrêté de réviser le règlement intérieur. Est-ce que vos collègues de Benno sont favorables à cette mise à jour du règlement intérieur? Ah oui, d'après ce que, en tout cas, d'après ce que nous avons retenu, ils ne sont pas contre, ils ont demandé plus de temps, en tout cas que nous, parce que nous, c'était automatique, puisque nous-mêmes, nous portons la revendication. Au niveau du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement également, il y a même eu des députés qui ont déposé des propositions de loi. Oui. Donc, il y a 2 propositions de loi qui sont sur la table sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour le groupe Benno, ils étaient OK sur le principe. Maintenant, ils avaient demandé un peu plus de temps pour consulter à l'interne. Donc, on leur a accordé ce temps-là et le délai, le deadline, c'est le mardi où on doit se retrouver quand même pour avancer. Parce que bon, quand on est d'accord sur le principe, il faut quand même arrêter les modalités de révision. Et en réalité, pour moi, il ne doit pas y avoir de problème puisque tout le monde, en tout cas, est d'accord sur le fait que la version, l'exemplaire du règlement intérieur qui a été distribué aux députés n'est pas le bon. Tout le monde est d'accord également qu'on doit réintégrer les dispositions concernant le Premier ministre dans le règlement intérieur. Donc pour moi, il y a un consensus. Maintenant, c'est sur les questions de délai, comment on va s'y prendre, quand est-ce qu'on va le faire. Voilà, donc ça, on peut s'entendre sur l'essentiel. Et je pense qu'entre parlementaires, en tout cas, on doit pouvoir avancer sur ces questions-là. Donc nous, vraiment, au niveau du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, c'est ça notre position. Et nous sommes décidés, nous sommes engagés, en tout cas, à mettre à jour, à mettre en conformité notre règlement intérieur avec la Constitution. Et le président de l'Assemblée nationale lui-même s'est impliqué en nous recevant, président du groupe, et on lui a donné notre parole que mardi, on allait se retrouver pour avancer sur cette question-là. Donc cela ne dépend que de nous, en réalité. La balle est dans notre camp. Et nous devons... Quand vous dites nous, vous parlez de nous, députés, président de groupe et députés. Et effectivement, c'est une question qui... La question du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est une question d'abord interne à l'Assemblée nationale. Parce que par tradition, par usage, la plupart des règlements intérieurs proviennent de propositions de loi, donc des députés. Donc là, il s'agit de trouver un consensus, une démarche consensuelle, concertée, pour parvenir à une mise en jour, en tout cas, du règlement intérieur qui ne pose pas problème, ou en tout cas, il n'y aura pas de problème entre majorité, minorité, même les non-inscrits, qui sont 18 également, sont en tout cas en phase avec la mise à jour et l'actualisation de ce règlement intérieur. Donc, pour moi, c'est une question
consensuel. Maintenant, bon, souvent, il y a à la périphérie, il y a quelques qui débattent un peu entre majorité, opposition, c'est un peu bon, l'aspect politicien. Mais quand même, sur le plan institutionnel, on doit pouvoir s'entendre pour mettre à jour et actualiser notre règlement intérieur et permettre, en tout cas, la déclaration de politique générale dans les meilleurs délais. Aïb Dafé, est-ce que comme votre collègue Guy Marius Sagna, vous êtes favorable à une dissolution de l'Assemblée nationale? Bon, la question de la dissolution de l'Assemblée nationale, ce n'est pas une question d'y être favorable ou non. C'est une compétence qui est attribuée au président de la République et qui est encadrée dans des délais. C'est-à-dire qu'il ne peut l'exercer qu'après 2 années de législature. Alors, à partir de ce moment-là... Il y a un débat sur les délais, justement, parce que il y a par exemple Aminata Touré qui dit que c'est possible à partir du 31 juillet. D'autres parlent du 13 septembre. Vous êtes député, vous êtes à l'Assemblée nationale. Pour vous, les délais réglementaires, c'est le 31 juillet ou le 13 septembre? Bon, vous savez, cette question de délai, parce que bon, 2 années de législature, bon, quand on parle de législature, quand est-ce que démarre la législature? Est-ce que la législature démarre à partir du jour de l'élection? Est-ce qu'elle démarre à partir de la proclamation définitive des résultats de l'élection? C'était le 11 août. Est-ce qu'elle démarre à partir de l'installation des députés? C'était le 12 ou le 13 septembre. Bon, ça c'est une question. Maintenant, on est dans une république qui est bien organisée. On a le président de la République, a des conseils juridiques, parce que c'est à lui que revient la décision de dissoudre. Vous êtes Il a des conseillers juridiques. Vous êtes pour ou contre? Ensuite, au-delà de ces conseillers juridiques, le président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel pour avis. Le Conseil constitutionnel est là pour interpréter la Constitution. Donc, s'il est saisi par le président de la République, il peut donner un avis. Bon, et je pense que cet avis-là fera autorité. Au-delà de ça, également, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Le Conseil constitutionnel a eu à rendre plusieurs décisions, peut-être la Cour de justice de la CEDEAO, toutes ces institutions juridiques, judiciaires, en tout cas, peuvent nous éclairer. Bon, ça, pour moi, c'est un débat secondaire. Mais le plus important, c'est que la compétence, c'est une compétence du président de la République et on est dans un régime de séparation des pouvoirs. Moi, en tant que député, je n'ai pas à être pour ou contre une dissolution parce que c'est dans la Constitution, c'est prévu par la Constitution. Donc, moi, je suis pour, en tout cas, que tous les actes soient conformes à la Constitution et à la légalité. C'est dans la Constitution, mais est-ce que vous êtes pour ou contre, je vais être plus précise, la dissolution de cette 14e législature, tout bonnement? Moi, je suis en tout cas, du même bord politique que le président de la République. Et que pour dissoudre, le président de la République a besoin justement d'être dans les délais et de consulter dans les formes le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. En tout cas, moi, je lui donne carte blanche pour dissoudre au moment où il le décidera, où il le souhaitera. Donc, voilà ma réponse très claire. Voilà, donc il a carte blanche parce qu'il a des paramètres, par exemple, qu'il peut apprécier de son côté. Donc ce n'est pas pour rien que la compétence lui revient. Moi, en tant que député, je n'ai pas le pouvoir d'autodissolution. Si j'avais le pouvoir, donc, je vous répondrai, je vous dirai si je suis pour ou contre. Alors, vous avez parlé tout de suite de la séparation des pouvoirs. Est-ce que laisser justement cette prérogative de dissoudre l'Assemblée nationale quand il le veut au président de la République ne renforcerait pas la domination de l'exécutif sur le législatif ou n'affaiblit pas justement cette séparation des pouvoirs? Non, la séparation des pouvoirs n'est pas le cloisonnement des pouvoirs. Il y a toujours une interaction entre les pouvoirs et effectivement le président de la République ne peut pas dissoudre quand il veut. Il est enfermé dans des délais. Même s'il y a eu, il y a quelques mois, au mois d'août 2023, une tentative de modifier l'article 87. C'était je pense, sous Macky Sall, le ministre de la Justice de l'époque, Ismaïla Madior Fall, avait amené une proposition de révision constitutionnelle qui voulait supprimer le verrou temporel des 2 ans pour permettre au président de la République de dissoudre à tout moment. C'est ce que les députés même de la majorité de l'époque, Benno Bokk Yakaar, avaient refusé, les députés de Taxawu et nous autres, nous avons dit que ce n'était pas, en tout cas, conforme à l'esprit de la Constitution. Maintenant, on est dans une république avec un système, je dirais,
semi-présidentielle ou ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. Parce que notre constitution, quand même, il faut le rappeler, est inspirée de la constitution gaulliste de 1958, donc de la 5e République française. Donc ça, quand même, c'est... Bon, on parle de mimétisme juridique ou mimétisme institutionnel, c'est la réalité au Sénégal. Et dans cette constitution-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un régime parlementaire, mais d'un régime semi-présidentiel ou d'un régime, on ne peut pas parler de régime proprement présidentiel, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, le gouvernement il est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a le pouvoir de faire tomber le gouvernement à travers la motion de censure ou, s'il est consulté par le ministre, à travers la question de confiance. Donc, le président de la République, de son côté, a un pouvoir également de dissoudre l'Assemblée nationale après 2 années de législature. Donc, c'est des instruments qui permettent de réguler, par exemple, le fonctionnement de la démocratie en cas de blocage. Quand on se rend compte que la majorité parlementaire, par exemple, ne reflète plus l'état de l'opinion ou l'état, en tout cas, je dirais, de l'électorat. Parce qu'on peut élire un parlement et se rendre compte 1 an après, 1 an et demi après, que ce parlement-là également ne répond plus aux aspirations des Sénégalais. Et le pouvoir de dissolution permet en tout cas de renvoyer la balle aux électeurs, au peuple qui a en tout cas qui est le seul souverain et qui peut dire maintenant, bon, moi je sanctionne positivement ou négativement. Et pourquoi pas organiser des élections de mi-mandat? Cela ne vous dérange pas en tant que démocrate d'exposer une partie du mandat des députés à la volonté d'un président de la République? Bon, ce n'est pas exposer une partie du mandat des députés. Le système est ainsi fait. Nous l'avons trouvé aussi ainsi. Hein. Vous êtes là pour... Il y a des réformes qui sont prévues, mais pour que ces réformes-là soient adoptées, d'abord, il faudrait qu'on ait, nous, la majorité à l'Assemblée nationale. On ne l'a pas. Donc, peut-être on peut passer par la voie référendaire. Est-ce que cela veut dire que l'Assemblée nationale sénégalaise, les députés sénégalais ne jouent pas le rôle de députés, de représentants du peuple? S'il faut que chaque président ait sa majorité pour pouvoir travailler, cela veut dire que chaque député est là-bas pour un camp. Oui, bon, ça c'est le jeu politique ou le jeu politicien, comme on dit. Hein. Les députés sont investis par des partis ou des coalitions et souvent ils restent fidèles et loyaux à ces partis ou à ces coalitions. Et d'ailleurs, il y a une disposition de la Constitution et de notre règlement intérieur qui dit que tout député qui démissionne de son parti en cours de mandat est déchu de son mandat, il perd son mandat. Donc, alors que dans la Constitution lui-même, c'est un peu contradictoire, on dit que le vote du député est personnel, il n'y a pas de mandat impératif. Mais ça, c'était à l'époque, je pense que c'était des dispositions qui ont été introduites par Wade pour lutter contre la transhumance des députés de l'opposition qui allaient systématiquement vers la majorité. Bon, ça, c'était des pratiques qui étaient de rigueur au temps du régime socialiste. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les institutions peuvent être bloquées, disons, par des crises politiques et les instruments de déblocage peuvent être la dissolution, peuvent être la motion de censure du côté du Parlement. Le Parlement a cet instrument. Du côté de l'exécutif, c'est le président de la République qui incarne l'exécutif, qui a ce pouvoir qui permet de débloquer des situations. Donc, dans la situation actuelle, on peut se dire qu'avec l'élection d'un président de la République, au premier tour, avec plus de 54% des suffrages, donc l'Assemblée nationale telle qu'elle est, disons, répartie, ne reflète pas, en tout cas, l'aspiration ou en tout cas les vœux des Sénégalais. Donc, et on peut comprendre qu'après ces 2 années de législature, le président de la République décide de renvoyer aux électeurs la parole, décide de renvoyer aux électeurs leur droit de choisir le représentant. Donc ça, c'est quand même des mécanismes, bon, on peut y réfléchir, après faire des assises un peu sur les institutions pour voir comment réfléchir sur tout ça. Mais quand même, il y a une certaine rationalité derrière. Et en tant que député du parti au pouvoir dans un contexte de minorité parlementaire, quels sont les défis spécifiques auxquels vous faites face et comment les surmontez-vous à l'Assemblée nationale? Bon, nous, les défis auxquels on fait face, souvent on l'a vu lors du renvoi du débat d'orientation budgétaire par un bureau de l'Assemblée nationale composé en majorité de députés de Benno Bokk Yakaar. Nous étions lors de cette réunion de bureau
qui est convoqué, par exemple, à minuit, on vous envoie un message dans votre, sur WhatsApp pour vous dire que demain, vous avez réunion de bureau à 8 heures ou à 9 heures. Et on vous dit, ordre du jour, information. Vous vous présentez, on vous dit que oui, on veut renvoyer le débat d'orientation budgétaire parce qu'on s'est senti offensé par des déclarations du Premier ministre. Alors que le débat d'orientation budgétaire a été décidé en réunion de bureau et a été programmé par la conférence des présidents, qui sont des organes de l'Assemblée nationale, et que c'est prévu par une loi organique relative aux lois de finances, qui a été votée elle-même par l'Assemblée nationale, et prévue par notre propre règlement intérieur, donc qui est également adopté par l'Assemblée nationale. C'est une violation de la loi. Ça veut dire qu'il y a une certaine tyrannie de la majorité, en réalité, qui fait ce qu'elle veut. Par exemple, nous, on était contre l'exclusion de l'Assemblée nationale de la députée Aminata Touré, parce qu'elle a été exclue injustement en lui disant qu'elle a démissionné de son parti, alors que la démission ne se présume pas. Il se prouve, il faut un acte volontaire. Et ça, ce sont souvent des décisions arbitraires. Bon, vous avez suivi l'actualité, hein, on a été plusieurs fois évacué de l'Assemblée nationale par des gendarmes. Donc le défi de cette Assemblée nationale, c'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on doit piétiner les lois, qu'on doit piétiner nos propres règlements. Tout le monde doit en tout cas se conformer à la légalité, quelle que soit la majorité dont vous disposez. Même si vous avez une majorité de 164 députés sur 165, ce qui est au-dessus de nous, c'est la loi. Et on doit tous la respecter, c'est la Constitution, on doit tous la respecter. Donc ça, c'est un premier défi par rapport à la conformité, par rapport à la légalité, et lutter contre cette dictature de la majorité. La démocratie, c'est pas la dictature de la majorité, c'est vraiment, effectivement, la majorité, c'est elle qui a le pouvoir, en tout cas, de décider quand elle se regroupe. Mais il faut qu'elle le fasse conformément à la loi. Ça, c'est un premier défi. L'autre défi, c'est de permettre, en tout cas, l'épanouissement des députés. Parce que actuellement, les députés, vous savez, nous n'avons que 15 assistants parlementaires. Et ces assistants parlementaires n'ont pas un statut clair et ne disposent pas de contrat de travail qui soit aux normes. Cette question-là aussi, on doit la régler et permettre à tous les députés, en tout cas, de disposer d'assistants parlementaires. Donc ça, c'est quand même un défi parce que, bon, on vous demande de contrôler l'action du gouvernement. Vous êtes face à un ministre qui a, en tout cas, toute une équipe à sa disposition de fonctionnaires, d'agents, de conseillers, de membres de son cabinet, et vous êtes tout seul. Et ça, c'est très compliqué comme, en tout cas, méthode de travail ou moyen de travail. Donc, ça également, c'est un défi. Maintenant, bon, ensuite, favoriser, je dirais, l'expression des députés à travers qu'ils utilisent tous les moyens dont ils disposent. Que ce soit les questions écrites, les questions orales, les questions d'actualité, les auditions des ministres, donc les auditions des DG des sociétés nationales, sans pour autant que ça se fasse dans un esprit, je dirais, malsain, malveillant. Parce que quand on voit les grands dans les démocraties, donc dans les parlements, on voit souvent d'anciens ministres qui font l'objet d'auditions sur des questions précises. La question également de l'évaluation des politiques publiques, qui est conférée au Parlement, mais qui ne l'exerce pas en réalité. La question de l'évaluation des lois, du contrôle de l'application des lois, qui est confiée à la commission des délégations, mais jusqu'à présent, on a du mal, en tout cas, à mettre en œuvre cette compétence-là. Faute de moyens, faute de ressources humaines, sur le plan technique, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous assister, en tout cas, à faire en sorte que... Ça veut dire que l'Assemblée nationale du Sénégal où cette Assemblée nationale n'arrive pas à jouer son rôle correctement, si elle a du mal à contrôler l'action gouvernementale, si elle a du mal à évaluer les politiques publiques, si elle a du mal à contrôler l'application des lois, elle ne joue pratiquement pas son rôle. Elle tente de jouer son rôle, puisque bon, elle vote les lois quand même, et ça c'est... elle est seule à voter les lois. Mais voter des lois dont on ne peut pas contrôler, Maintenant, je dis qu'il y a des insuffisances. Il faudrait renforcer l'organisation, renforcer le fonctionnement de l'Assemblée nationale en lui dotant de plus de moyens. Et qu'elle se donne également les moyens, parce qu'il y a une part également de responsabilité de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale souvent a été considérée comme une sorte d'annexe
du parti politique ou de la coalition au pouvoir, de l'exécutif, je veux dire, du président de la République. Il suffisait qu'elle obéisse et qu'on lui donne des avantages et des privilèges et que, bon, voilà, quoi, qu'on se contente de ça. Mais que les députés jouent réellement leur rôle, on l'a vu à partir de cette 14e législature, il y a un certain rééquilibrage. Mais il faudrait qu'on soit député de la majorité, député de l'opposition, que tout le monde ait, en tout cas, le même esprit, que l'Assemblée nationale a des pouvoirs à exercer et que tout le monde doit l'exercer, quel que soit le bord politique où l'on se trouve. Et que l'Assemblée nationale joue réellement son rôle d'assemblée représentative du peuple sénégalais. Donc ça, c'est vraiment des défis internes et des défis externes. Et dans le projet, en tout cas du président de la République, il prévoit de renforcer les institutions, notamment l'Assemblée nationale, en tout cas avec beaucoup plus de ressources humaines, beaucoup plus de ressources financières. Maintenant, l'Assemblée nationale a une autonomie, c'est à elle de prendre ses responsabilités, Bien. en tout cas, notamment en révisant son règlement intérieur, parce que c'est un problème interne à l'Assemblée nationale. Bien. Lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au Premier ministre, au ministre de la Justice et au ministre concerné de lui proposer un calendrier de mise en œuvre des réformes du secteur de la justice en droite ligne du programme législatif du gouvernement. Cet agenda législatif doit viser notamment la révision de la Constitution et des codes spécifiques. Le père a parlé d'une rencontre avec le président de l'Assemblée nationale. L'article 51 dit que le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. Est-ce que cela veut dire qu'on va tout droit vers un référendum? Bon, je ne saurais le dire, puisque le président de la République ne l'a pas annoncé. La voie parlementaire, si le président parle de révision de la Constitution, on sait que la voie parlementaire est risquée pour vous, pour le régime en place. Certainement, ce sera soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit un référendum. Bon, en tout cas, le président l'a annoncé lors du dernier Conseil des ministres qu'on va aller vers une révision de la Constitution, mais c'est normal. Il y a eu pour une réforme et une modernisation de la justice, elle est régie par la Constitution d'abord. Parce qu'on parle de pouvoir judiciaire, au-delà du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Donc, pour réformer et moderniser la justice, il faut forcément réviser la Constitution. Il y a des dispositions de la Constitution, par exemple, qui portent sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur le statut des juges, etc., des magistrats. Maintenant, comment réviser la Constitution? Il y a plusieurs moyens, la voie parlementaire ou la voie référendaire. Donc, le président l'a annoncé, c'est normal. Maintenant, quand est-ce que cette réforme-là se fera? À partir de du moment de la réforme, on saura par quelle voie passer. Est-ce qu'on va passer par la voie parlementaire? Est-ce qu'on va passer par la voie référendaire? Mais pour le moment, on n'a pas encore de projet de loi constitutionnel, parce qu'il faut un projet de loi constitutionnel. Donc, c'est ce projet de loi-là qui sera soumis, en tout cas, à l'Assemblée nationale pour révision de la Constitution ou au peuple par voie référendaire. Donc on le saura le moment venu et je pense que le président de la République, en tout cas, le dira le moment venu, comment il compte s'y prendre. Donc le référendum, ce n'est pas à l'ordre du jour? Pour le moment, tant que le président de la... Parce que ça dépend, c'est une compétence du président de la République. Laissons le président de la République quand même l'annoncer lui-même et décider du moment où il le fera, quand il le jugera nécessaire, bien sûr. Parce que si c'est la voie qu'il va emprunter, bien sûr. Mais faudrait-il d'abord qu'on ait des textes, des projets de loi constitutionnels? Le jury du dimanche sur iRadio ITV emedia.sn, nous recevons l'honorable député Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Alors depuis quelques mois, Ayib Daffé, on n'entend plus parler de la coalition Yewwi Askan Wi, aux côtés de laquelle vous vous êtes battu pour l'organisation de la présidentielle. La majorité des leaders de Yewwi Askan Wi n'est pas dans le gouvernement. Est-ce à dire que c'en est fini pour cette coalition? Non, on ne peut pas décréter la mort de la coalition Yewwi Askan Wi. Bon, il est vrai que Yewwi Askan Wi et la coalition est régie par une charte. Et dans cette charte, il y avait plusieurs engagements d'aller ensemble aux élections locales de janvier 2022, d'aller ensemble aux élections législatives de juillet 2022 et en tout cas d'aller séparément si les entités membres le désirent
à l'élection présidentielle, et même s'il avait été prévu quand même de fédérer nos forces pour le suivi et le contrôle du processus électoral. Donc quand même cette charte-là, je pense qu'elle est arrivée à son terme, puisque là on est au-delà de l'élection présidentielle. Il faudrait que quand même il y ait une évaluation de ce compagnonnage et qu'on puisse au besoin renouveler les termes de cette charte-là. Mais la coalition Yewwi Askan Wi existe toujours. Et également dans le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi que je dirige, nous avons plusieurs entités. Nous travaillons en bonne entente, notamment avec le PUR de Serigne Moustapha Sy. Nous avons également le PM de Habib Sy. Nous avons Ahmed Aïdara, qui est membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Nous avons le parti de la présidente Aïda Mbodj. Nous avons également le PRP de Déthié Fall. Dans l'exercice du pouvoir, nous n'avons entendu Déthié Fall à aucun poste. Nous n'avons entendu Malick Gakou à aucun poste. Cheikh Tidiane Youm du PUR à aucun poste. Khalifa Sall, c'était pas trop ça pendant la présidentielle. C'est ce qui est un peu bizarre pour certains observateurs. Bon, je ne pense pas que ce soit bizarre. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un partage du gâteau? Il n'y avait aucun engagement également dans la charte de Yewwi Askan Wi à se partager des postes après l'élection présidentielle. Donc ça également, il faut le noter. On s'était engagé à aller ensemble aux élections locales et aux élections législatives, ce que nous avons fait. Donc nous sommes ensemble au niveau des communes, des conseils départementaux, des conseils municipaux, des conseils départementaux et de l'Assemblée nationale à travers le groupe parlementaire. Maintenant, même la coalition, en tout cas, qui a porté le président Bassirou Diomaye Faye, c'est la coalition Diomaye Président, et on ne s'est pas engagé à nous partager, à nous distribuer les postes. Même Pourtant, si, il y a des membres, même si les leaders de la Diomaye coalition Président ont eu des postes, hein? Certains, oui. Tous les leaders n'ont pas eu des postes. Donc, voilà, les leaders qui étaient les plus en avant, qu'on a vu le plus lors de la campagne électorale et tout, ont tous soit poste ministériel, soit poste de conseiller ou de DG. Je pense qu'il faut relativiser. L'idée, en tout cas, de la coalition Yewwi Askan Wi, en tout cas, où l'objectif, ce n'était pas de se partager des postes après l'élection présidentielle. Donc, il n'y a aucun engagement qui a été pris dans ce sens-là. Maintenant, comme j'ai dit, il faudrait revoir un peu les termes de la charte de la coalition Yewwi Askan Wi pour voir au-delà de l'élection présidentielle comment continuer d'aller ensemble. C'était bien sûr le vœu des leaders. Parce que, bon, nous, au niveau du parti PASTEF, le leader, c'est le président du parti, Ousmane Sonko, et c'est lui qui siège à la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi avec ses autres collègues et homologues. Est-il envisageable qu'aux prochaines législatives, que la machine Yewwi soit relancée? Bon, ce que je viens de dire, j'ai déjà répondu à la question. J'ai dit qu'il était prévu qu'on aille ensemble aux élections locales de janvier 2022, aux élections législatives de juillet 2022. Et chacun, en tout cas, s'il le désire, de présenter sa propre candidature à l'élection présidentielle. Donc vous n'excluez pas de partir aux prochaines législatives sous la bannière de Yewwi Askan Wi, comme c'était le cas en 2022? Ce n'est pas à moi de prendre la décision. Je dis qu'il y a une instance qui s'appelle la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Et dans cette instance, notre représentant, c'est le président de notre parti, Ousmane Sonko, le parti PASTEF. Et c'est avec ses collègues, en tout cas, s'il se concerne, s'il en décide ainsi, en tout cas, nous, au niveau des instances du parti, nous allons aviser. Votre parti est favorable, donc? Je dis qu'on n'en a pas encore discuté, déjà au sein du parti, et que la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, où siège le président de notre parti, Ousmane Sonko, en tout cas, ne nous a pas informé de cela. Donc, on ne peut pas, en tout cas, discuter de choses de politique fiction. Bien, toute dernière question. Les dirigeants de la CEDEAO ont donné mandat au président Bassirou Diomaye Faye pour être le médiateur pour la résolution de la crise entre les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Une mission délicate pour le président Bassirou Diomaye Faye, puisque les dirigeants de l'AES ont dit à plusieurs reprises que leur décision était irréversible. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'issue de cette médiation? Oui, c'est effectivement une situation assez difficile puisque notre principal outil d'intégration
régionale, c'est la CEDEAO, qui est une communauté économique régionale qui date quand même de plusieurs décennies et confrontée à une crise très sérieuse avec la demande de retrait de 3 États membres, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui ont décidé de créer une confédération des États du Sahel. Et nous pensons que, en tout cas, notre option, c'est le panafricanisme. Et une des voies du panafricanisme, c'est d'abord l'intégration régionale, qu'il y ait une forte intégration régionale au niveau des communautés en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique du Sud. Donc il y a des communautés économiques régionales qui ont été créées et ce sont ces différents blocs qui doivent par la suite fusionner ensemble pour créer une véritable unité africaine. Maintenant, si ces blocs régionaux sont confrontés à des crises, il est clair que l'objectif de cette intégration africaine, en tout cas, sera compromis. Et je pense que c'est le sens, en tout cas, de la mission du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en tout cas, qui est considéré comme quelqu'un, en tout cas, je dirais, entre guillemets, de neutre un peu dans disons, dans cette confrontation entre plusieurs camps au sein de la CEDEAO, donc le camp de l'AES ou d'autres qui avaient en tout cas une ligne dure par rapport à ces pays-là qui traversaient un certain nombre de difficultés politiques. Vous pensez qu'il est possible qu'ils réussissent cette mission? Nous espérons et nous souhaitons qu'ils réussissent cette mission-là pour en tout cas que l'objectif de l'intégration africaine, que notre intégration régionale, que notre communauté économique régionale soit consolidée, ne soit pas soumise à une désintégration. Et il doit le faire en partenariat avec le président du Togo. Et je crois qu'il a annoncé hier qu'il va mettre à contribution le président Abdoulaye Bathily, qui est quand même quelqu'un qui a de l'expérience et qui pourra faire jouer ses talents de diplomate pour, en tout cas, ramener les pays de l'AES en tout cas, à revoir leurs décisions. Et c'est ce qui est souhaitable parce que, vous savez, nous avons été soumis à ce que Senghor appelait la balkanisation. Donc, c'est émiettement un peu de nos différents territoires. Et le salut ne passe que par des blocs forts, par exemple, parce que là, on est confronté à de grands blocs, les États-Unis, l'Union européenne, la Fédération de Russie, la Chine, c'est des grands ensembles. Donc, nous, la Fédération indienne, donc nous ne pouvons pas nous permettre, en tout cas, encore cet émiettement, cette désintégration. Bon, nous espérons qu'il réussira sa mission et nous savons qu'il a les compétences, qu'il a les atouts pour mener à bien et réussir cette mission-là. Aïb Daffé, merci beaucoup. Merci Aïssata. Merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos internautes. Le JDD c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.